je m'appelle Pierre Daume, je suis journaliste et j'ai un deuxième métier. Je suis historien, spécialiste du passé colonial de la France. Je travaille sur deux importantes anciennes colonies qui sont l'Algérie et le Vietnam. Et donc ça fait 20 ans, quasiment jour pour jour, que j'ai découvert cette histoire incroyable et enfouie des 20 000 travailleurs indochinois de la Seconde Guerre mondiale. J'étais correspondant de Libération à Montpellier et mon journal m'a envoyé à Arles pour couvrir une usine qui était en grève. C'était l'usine Lustucru et j'ai compris que la marque Lustucru, en fait, à cette marque-là appartenait aussi la marque Torohélé, qui était la fameuse marque du riz de Camargue. Or, cette usine allait disparaître et je me suis posé la question, qu'allait-il devenir du riz de Camargue si l'usine de conditionnement n'existait plus? Et donc, je suis allé rencontrer des riziculteurs et chez l'un d'entre eux, je suis tombé sur une toute petite photo, comme ça, en noir et blanc, dans un paysage de rizière qui aurait pu être le delta du Mékong, et avec deux bonhommes cassés en deux en train de repiquer du riz. Et le riziculteur me dit « Ah oui, non mais c'est pas le delta du Mékong, c'est la Camargue. Et ces deux bonhommes, ce sont des Anamites. » Et je dis « Ah bon, ben, qu'est-ce qu'ils font là ?» Il me dit ben, « Je sais pas, c'est en 1942, ils sont venus en France pour faire pousser du riz. » Alors je lui dis « Mais attendez, c'est en pleine guerre mondiale, les types là, ils se lèvent le matin dans leur ferme du Mékong et ils disent « Tiens, je vais aller en Europe, en guerre, faire pousser du riz. » Ah ben je sais pas. Bon. Et en fait, ça a piqué ma curiosité, cette histoire-là. Le fait est que les Arlésiens, les Camarguais, savent tous que le riz de Camargue date de 1942, mais en fait, ils ne connaissaient pas l'histoire réelle de ce riz de Camargue. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé une enquête. J'ai retrouvé un premier tout dernier témoin qui m'a donné le contact d'autres, etc. J'ai compris que la plupart d'entre eux donc, étaient décédés, qu'il en restait encore quelques-uns encore en vie, qu'il fallait que je me dépêche, et que la plupart d'entre eux étaient au Vietnam, parce qu'ils avaient fini par retourner au Vietnam au bout de 10-12 ans. Et donc je suis parti au Vietnam, j'ai loué un scooter, et j'ai traversé le Vietnam à scooter de village en village, pour recueillir les derniers témoignages encore possibles à recueillir. Cette histoire, elle commence en 1939, à la déclaration de la guerre. La France a besoin d'ouvriers dans ses usines d'armement. Et dans cette France coloniale, il était légitime d'aller puiser dans les colonies les forces humaines dont la métropole avait besoin. Et donc c'est comme ça que 20 000 jeunes hommes ont été arrachés de leur famille et mis sur des bateaux, envoyés à Marseille et répartis ensuite dans toutes les poudreries de la France. Je m'appelle Michel Lecas, je suis petit-fils de photographe. J'ai été photographe moi-même pendant une bonne vingtaine d'années et je suis tombé sur la collection de mon grand-père, puisque tout au long de son activité de photographe, il a été le photographe de la vie bergeracoise, qu'elle soit culturelle, politique, sportive, etc. Et il a ainsi amassé, pendant les 42 ans de son activité, 150 000 images qu'il a stockées et classées dans le magasin. Et j'ai trouvé ce trésor et je n'ai commencé à l'exploiter qu'au début des années 2000. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'était le plus souvent des photos commandé par l'administration du camp pour montrer sous un jour le meilleur possible, qui n'était pas les vraies conditions peut-être, mais sous un très bon jour, les activités de ces travailleurs indochinois.
les photos que j'ai derrière moi sont des photos prises dans le studio Bondier. C'est-à-dire que ces travailleurs indochinois venaient par petits groupes se faire photographier pour envoyer le plus souvent à leur famille. Et il fallait pour cela qu'ils soient le mieux habillés possible. C'était un message envoyé à la famille, voyez comme je suis bien et comme tout se passe bien pour moi en France. Ce n'était pas vraiment le cas, mais par exemple, les costumes qu'ils portent pratiquement tous sont des costumes prêtés par mon grand-père. Et une petite mise en scène, effectivement, permet de les faire apparaître sous un jour plutôt favorable, avec souvent une cigarette à la main, où on montre ostensiblement une montre au poignet ou d'autres choses. J'en ai dénombré à peu près 900 plaques photographiques qui représentent près de 1200 portraits différents. Et j'ai pu être mis en contact avec certains de ces fils ou filles de travailleurs indochinois qui sont arrivés avec des albums de leur papa. Et là, j'ai fait des merveilleuses découvertes, et notamment celle de Buy, Li Wang Buy. Et c'est ainsi que j'ai pu collecter de la part de Buy près de 700 photos. Et puis, il y en a eu d'autres. La difficulté pour montrer les vraies conditions de ces jeunes hommes venus à l'insu de leur plein gré du Vietnam, avec les photos que nous avions, c'était que les photos ont été prises par les interprètes surveillants, issus de l'élite vietnamienne. Ils avaient un peu d'argent, ils étaient logés chez l'habitant, ils étaient mieux nourris, donc mieux logés que les autres, mieux habillés, et ils ont pris en photo leur réalité. En revanche, celle de la grande majorité de ces Vietnamiens qui travaillaient dans la poudrerie, dans des conditions très difficiles, de logement, de nourriture, pratiquement pas payées, on ne la retrouve pas forcément dans les photos. On a quand même quelques-unes qui retracent, notamment la photo du dortoir, dans lequel sont entassés des dizaines et des dizaines de ces jeunes hommes qui ressembleraient plus à un stalag qu'à un dortoir. Le dragon qu'on voit dans notre exposition, qu'on voit ici, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire des travailleurs indochinois. C'est unique à Bergerac. Ça a été une découverte incroyable qui a été faite dans les années 90 derrière le faux plafond du restaurant d'entreprise. Une personne de l'encadrement du personnel de la poudrerie a déplacé des plaques d'un faux plafond et il a découvert, peintes sur les hauteurs, des fresques asiatiques. En effet, ce restaurant d'entreprise était l'un des deux hangars qui a servi de dortoir où ont été entassés les travailleurs indochinois. Sur ces fresques, on peut distinguer comme une signature d'artiste, voire un deuxième nom. J'ai réussi à retrouver les deux noms entiers, j'ai réussi à retrouver une fiche matriculaire, donc avec leur numéro de compagnie, leur lieu de naissance. Cependant, je n'ai trouvé mention nulle part d'une quelconque carrière d'artiste. Une chose est sûre, c'est que pendant toutes ces années-là, l'encadrement français avait conscience qu'elle faisait souffrir ces milliers d'hommes. Et donc on cherchait uniquement quelques remèdes pour apaiser leur souffrance. Ça a l'air assez délirant, mais à l'époque ils y croyaient. On va leur reconstituer à Bergerac une ambiance indo-chinoise. Et donc, ils vont se sentir comme au pays et ils vont être tout contents et heureux, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont fait construire une petite pagode à l'intérieur du camp de Bergerac. Et je pense, alors là, c'est mon hypothèse, qu'ils ont proposé à leurs Vietnamiens, si jamais il y en avait qui avaient quelques talents artistiques, eh bien, ils étaient prêts à fournir la peinture, les pinceaux, les échafaudages, etc.
Et là, l'encadrement français leur a donné les conditions pour recréer une ambiance indo-chinoise dans ce hangar lugubre et froid de la poudrerie de Bergerac.